je vais devoir assumer une lourde tâche qui est de prononcer un discours beaucoup plus terre-à-terre après ce que vous venez d'entendre. Monsieur le représentant de Madame la recteure, Monsieur le doyen de l'inspection générale, Monsieur le président de l'université, Madame la vice-présidente du conseil régional, Messieurs les directeurs, Messieurs les inspecteurs, Thierry, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je suis heureux de vous accueillir à nos 54e journée nationale, celle du centenaire de notre association. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux stagiaires UFM et néo-titulaires invités par l'Union auxquels ils adhèrent. Je salue particulièrement ceux qui sont venus à Rennes l'an dernier et qui, sans doute convaincus de l'intérêt scientifique, pédagogique, didactique et convivial de ces journées, ont décidé de prendre sur leurs vacances pour être présents. À ceux qui viennent pour la première fois, je dis, profitez de ces journées pour ne pas perdre le contact avec la science qui se fait, car vous êtes venus au professorat, comme ce fut le cas pour moi il y a déjà un certain temps, porté par l'intérêt, je n'ose dire l'amour des sciences physiques. Cette motivation de départ sera au cœur de mes propos quand j'aborderai les évolutions envisagées actuellement pour l'exercice de notre métier. Bienvenue aux invités étrangers, aux représentants des associations et des syndicats qui nous font le plaisir de venir ici. Merci aux collègues de l'Académie de Besançon d'avoir organisé ces journées en Franche-Comté. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre, disait Karl Marx. En ce 100e anniversaire de l'UDP, PC bien sûr, il serait absurde de ne pas se référer à l'histoire pour ce qu'elle apporte comme éclairage sur le présent. La circulaire fondatrice de l'Association des professeurs de sciences physiques, chimiques, naturelles, des lycées et collèges de France, garçons et filles, est élaborée le 20 avril 1906 et le 1er novembre 1906, aux vacances de Toussaint, un conseil est nommé, l'Union des physiciens est née, il y a donc pratiquement exactement 100 ans. Dans le premier bulletin publié en 1907, Mermet, premier président du DP, en explique l'origine. La réforme de 1902 a profondément modifié les conditions du professorat de physique. En instituant les travaux pratiques obligatoires, elle a dédoublé l'enseignement ancien et l'a partagé entre l'amphithéâtre et le laboratoire, entre la théorie et la pratique. Le professeur de physique, formé par l'école ou par la faculté, avant tout théoricien distingué, n'ayant pas été préparé pour cette tâche, a dû en quelque sorte s'adapter aux circonstances nouvelles, se dédoubler lui aussi et devenir un praticien habile. Cette dualité est pour ainsi dire la caractéristique du professeur nouveau que chacun de nous doit être désormais. C'est entièrement une citation de 1907, je crois qu'on peut la garder telle qu'elle. On constate donc que la pratique expérimentale des élèves est la raison d'être de notre association depuis son origine. Mon lointain prédécesseur enchaîne en décrivant les réactions des professeurs. Jamais, à aucun moment et chez aucun, la bonne volonté n'a fait défaut, car tous ces hommes, serviteurs convaincus de l'intérêt général, ont bien compris que la réforme était un grand progrès. Donc, un a priori positif vis-à-vis des évolutions est une position constante de l'Union. Enfin, le premier président de l'Union des physiciens indique ce que ne doit pas être l'association. Jamais elle ne devra s'occuper de la situation des personnels. Le fonctionnaire et ses intérêts matériels ne la regardent en rien. Elle n'existe que pour servir le professeur et ses intérêts intellectuels. Cependant, à peine plus de 30 ans plus tard, à l'Assemblée générale de 1939, il est affirmé « Maintenant que les syndicats participent activement aux réformes de l'enseignement et que les décisions prises ont des répercussions pour toutes les disciplines, il devient difficile d'établir une démarcation aussi nette qu'autrefois entre les questions d'ordre général et les préoccupations plus scientifiques et pédagogiques. » Depuis l'origine, l'Union est restée fidèle à la politique de stricte neutralité foutue par les fondateurs. La neutralité n'impose pas de refuser les collaborations nécessaires avec les groupements corporatifs pour toutes les questions concernant l'enseignement. En résumé, l'association est née de cette double nécessité et de se défendre et de mieux servir en même temps la cause de la réforme, toujours dans le premier bulletin de l'Union des physiciens. C'est de ce point de vue qu'il faut comprendre l'ensemble des propositions que je vais exprimer aujourd'hui. Il y a un an, je m'inquiétais du manque d'informations sur l'avenir de la voie technologique. Un an plus tard, nous n'en savons pas beaucoup plus.
Lorsque nous avons rencontré la Direction générale de l'enseignement scolaire en juin 2006, nous avons appris que le travail n'était avancé qu'à 50% et qu'aucune réforme ne serait mise en place avant 2 ans. Il semble que la réforme ait 2 buts principaux a priori louables. Rendre plus lisible et plus simple l'architecture des voies technologiques, conduire les bacheliers technologiques vers la poursuite d'études supérieures par une formation générale renforcée. Problématique soulevée dans le rapport rendu public il y a quelques jours du recteur Hetzel, président de la commission du débat national Université-Emploi. Des informations contradictoires circulent sur les regroupements de filières. Les filières STI seraient prêtes, la filière BGB aurait également fait l'objet d'un travail spécifique avancé, les filières STG sont déjà rénovées et la filière SMS va commencer sa rénovation. Rappelons quelques-unes de nos positions. Ne plus proposer des voies clairement diversifiées, c'est aller à l'encontre de l'intention affichée d'orienter un plus grand nombre de jeunes vers les voies technologiques. Dans le domaine STL particulièrement, nous restons vigilants quant à d'éventuels regroupements, car nous observons quotidiennement la diversité des élèves qui s'y orientent. Nous sommes inquiets de l'évolution en BTS et DUT scientifiques et techniques. Les effectifs baissent, les fermetures de divisions sont trop nombreuses, et dans le même temps, certains élèves ne trouvent pas de place adaptée pour poursuivre leurs études. La rénovation urgente des voies technologiques doit avoir comme objectif d'enrayer cette évolution et de permettre une intégration des élèves de l'enseignement technologique dans l'enseignement supérieur. Une réflexion doit enfin être menée sur le positionnement de ces formations à niveau Bac+2 dans le cadre du LMD. C'est bien sûr une préoccupation que nous partageons avec les associations de professeurs de classe préparatoire. Je m'adressais en commençant aux nouveaux collègues. Je vais aborder un sujet propre à les plonger dans les arcanes de l'administration à laquelle ils ont l'honneur d'appartenir, mais qui pose un problème important, celui de la formation continue des enseignants. Combien savent qu'il existe parmi les professeurs de sciences physiques des professeurs de physique-chimie, codés 1500, des professeurs de physique appliquée 1510, et même des professeurs 1511. Tous ces professeurs peuvent être amenés à enseigner l'électricité dans des divisions de sciences et techniques industrielles, la chimie en section de sciences et techniques de laboratoire ou la physique-chimie en collège ou lycée, au gré des besoins, bien que leur formation initiale ne soit pas la même. Si dans le passé, de nombreux collègues de physique-chimie furent incités à occuper des postes de physique appliquée, actuellement le mouvement est inverse. Des professeurs de physique appliquée sont affectés, souvent en début de carrière, en collège, sans formation particulière en chimie. Nous demandons avec insistance que ces professeurs bénéficient de stages de formation avant leur affectation, puis se voient offrir la possibilité, s'ils le souhaitent, d'un reclassement statutaire facile en professeur de physique-chimie. L'enseignement des sciences physiques en collège a toujours été une question épineuse. Des divergences existent sur l'âge auquel il faut commencer cet enseignement. Pour les uns, dès la 6e, pour les autres, à partir de la seconde. Mais la question de l'âge est liée à la forme d'enseignement. On peut imaginer un enseignement expérimental conçu en vue de développer le sens de l'observation et un certain esprit d'invention dès la 6e, puis une étude plus complète se faisant à partir de la seconde. Ça, c'est extrait d'un texte de 1937. L'UDPPC a adopté, lors de son conseil du 21 janvier dernier, une position conforme à l'a priori positif vis-à-vis des évolutions que j'évoquais tout à l'heure, en affirmant qu'elle est favorable à un enseignement scientifique unifié et pluridisciplinaire en classe de 6e, associé à un horaire suffisant et organisé en groupe dont l'effectif permette une pratique expérimentale. L'association est dans son rôle quand elle affirme que la mise en œuvre de cet enseignement doit se faire sur la base du volontariat des professeurs et s'accompagner de la formation adéquate. Cette expérience d'enseignement intégré de la technologie, des sciences physiques et des sciences de la vie et de la Terre en classe de 6e est maintenant lancée dans une vingtaine de collèges, sur la base d'un document élaboré par l'Académie des sciences et intitulé « De quoi est fait le monde ». Cette expérimentation suit des modalités précises que je me permets de citer. 135 heures sont ajoutées à la dotation horaire de l'enseignement obligatoire afin de permettre l'expérimentation d'un enseignement intégré pour 2 classes de 6e réparties en 3 groupes pendant un trimestre à raison de 3h30 de sciences et technologies par semaine. Les enseignements habituels de SVT
et de technologie sont assurées avec en plus 1 heure de physique-chimie sur les 2 autres trimestres. Et les heures de concertation sont prévues. Il est rappelé et affirmé que les horaires réglementaires prévus pour les SVT et la technologie doivent être respectés et que l'introduction de la physique-chimie en 6e n'affectera en rien les horaires de 5e, en particulier pour les sciences physiques. Enfin, ce système d'expérimentation au premier trimestre d'un professeur unique peut être poursuivi au 2e et 3e trimestre si l'équipe le veut. De plus, lors d'un récent contact avec la délégation à l'éducation et à la formation de l'Académie des sciences, il nous a été affirmé, en substance, que les professeurs qui souhaitent s'impliquer dans ce genre d'enseignement doivent posséder une excellence disciplinaire dans un domaine, le leur, puis une culture scientifique dans les 2 autres domaines, sachant qu'il s'agit d'un enseignement qui se fait en 6e. Donc, à notre sens, initiée dans de telles conditions, cette expérimentation ne peut être rejetée et nous attendons les résultats des évaluations qui seront conduites et qui seront certainement source d'enrichissement. Pourtant, nous pouvons avoir quelques doutes sur le futur de cet enseignement scientifique quand on observe l'évolution du concours du CAPES. Pour enseigner les sciences de la vie et de la Terre, ainsi que la technologie en début de collège, à côté de la physique et de la chimie, domaines de compétences validés par le concours, il serait logique qu'existe pour les étudiants et collègues qui le souhaitent une formation validée par un super CAPES, incluant des épreuves optionnelles dans ces domaines. On pourrait donc penser que ce qui existe depuis la session 2006 et qui prend de l'ampleur cette année pour la session 2007, c'est-à-dire la proposition de passer une épreuve de plus dans une autre matière, soit une réponse à cette problématique. Il est donc surprenant de constater que pour les candidats au CAPES de physique-chimie, la seule possibilité ouverte est une possibilité d'une épreuve supplémentaire en mathématiques. Quel est donc le but de cette mention complémentaire? Une plaquette intitulée « Devenir professeur bivalent » a été publiée par la Direction générale des ressources humaines du ministère. Les enjeux sont clairement énoncés, je cite in extenso, le premier paragraphe de la page 3, intitulé « La bivalence est intéressante à la fois pour les professeurs et pour l'institution, car elle permet, entre autres, des affectations plus faciles au sein des collèges et des emplois du temps plus souples, pour mieux s'adapter à l'évolution de la carte des formations. La constitution d'équipes pédagogiques plus resserrées, notamment dans les premières classes du collège, et donc une concertation plus facile entre les professeurs. Des liens enrichissants dans la conjugaison de 2 disciplines, lettres, langues, histoire, géographie, art, plastique, physique, chimie, avec les maths. Un remplacement entre professeurs plus aisés. Le maintien d'un réseau scolaire plus large sur le territoire, zone rurale, de montagne. Et plus loin, sur la même page, dans le paragraphe intitulé « Promouvoir la bivalence par les mentions complémentaires », il est dit « Elle sera valorisée, versement d'une prime de bivalence quand le professeur enseigne au moins 3 heures dans la discipline de la mention complémentaire, affectation prioritaire dans l'académie de son choix. » Cette proposition, qui devrait s'étendre aux professeurs en poste dès 2008 par concours ou validation des acquis de l'expérience, ne semble pas vraiment cohérente avec l'expérimentation menée en 6e et nous pouvons le regretter, sans entrer dans aucune considération sur la situation du fonctionnaire et ses intérêts matériels. Avant de pouvoir proposer quelques pistes de réflexion sur l'avenir, il est encore un sujet d'actualité incontournable, car nous avons des inquiétudes sur la possibilité de préserver un enseignement expérimental en lisant le projet de modification des décrets de 1950, relatifs aux obligations de service des enseignants. Nous sommes sûrs d'être dans le strict domaine de l'association qui, rappelons-le, n'existe que pour servir le professeur et ses intérêts intellectuels, quand nous expliquons que les professeurs de sciences expérimentales ont des charges de nature pédagogique spécifiques dues aux travaux pratiques des élèves. C'est pourquoi nous ne pouvons que réagir en découvrant dans les projets la suppression de l'heure de décharge pour le professeur chargé du laboratoire, la réécriture de la partie concernant de fait le collège, ou la condition pour obtenir une réduction de service, qui est actuellement formulée de la façon suivante. Absence d'un agent de service affecté au laboratoire devient absence de personnel affecté à l'entretien du laboratoire, ce qui est interprété par nos collègues de l'association des professeurs de biologie, de géologie, comme une suppression pure et simple de toute décharge dès lors que le ménage sera fait dans la salle. Enfin, le germe de confusion semé en utilisant le mot groupe dans
les paragraphes qui abordent les minorations et majorations de services pour les effectifs inférieurs à 20 élèves. Nous avons réagi en diffusant à la presse et aux institutions un communiqué argumenté dès le 11 octobre 2006. Les adhérents d'associations en ont reçu copie par courrier électronique et il figure dans le bulletin d'octobre qui vous parviendra sous peu. Je me contente donc de réaffirmer solennellement. L'organisation des laboratoires sera impossible sans professeurs chargés de cette tâche et reconnus par l'ordre des charges. En collège, nous n'osons pas croire que l'inquiétude de la PBG sera confirmée. Enfin, c'est faire une grave erreur que de confondre entretien du matériel et responsabilité pédagogique des choix d'équipement, d'une part, coordination disciplinaire à l'intérieur du conseil pédagogique et gestion du laboratoire, d'autre part. En ce 100e anniversaire, regardons vers l'avenir. En plus des questions déjà soulevées sur le futur des élèves de l'enseignement technologique et professionnel, des collégiens, des futurs collègues, une réflexion sur l'articulation du baccalauréat entre diplôme de fin d'études secondaires et droit d'entrée à l'université sera nécessaire. Nous y travaillerons en particulier au sein du collectif Action Science qui réunit 15 associations de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur ainsi que de la recherche. En ce qui concerne notre association, j'ai le plaisir d'annoncer officiellement l'ouverture de BUPDoc sur la toile qui propose des fiches de référence de tous les articles du BUP depuis 1907 jusqu'à 2005 et 2006 à partir de janvier normalement. Ainsi que l'accès aux textes, tous les textes publiés de 1907 à 1990. Cet accès disponible pour tous les internautes de France, de Navarre et au-delà pourra conforter le rayonnement de notre association dans les domaines scientifiques, pédagogiques et didactiques. Le travail sur la mise à disposition d'une version électronique du BUP pour les abonnés avance à grands pas grâce à une collaboration avec les responsables du développement des espaces numériques de travail qui devraient prochainement couvrir l'ensemble des lycées et collèges de France. L'écrasante majorité des présents aujourd'hui a plébiscité la mise en place du paiement en ligne de l'inscription aux journées nationales. Cette réussite majeure, associée à la gestion en direct des inscriptions en ligne de l'inscription aux journées nationales, cette réussite majeure, associée à la gestion en direct des inscriptions aux ateliers, est apportée entièrement au crédit de la section académique de Besançon, emmenée par Thierry Guyot. Cette avancée ne sera pas sans lendemain. Je conclurai en réunissant en une phrase les 3 raisons de la fondation de l'Union la pratique, donc je redonne les 3 phrases, la pratique expérimentale des élèves est la raison d'être de notre association, un a priori positif vis-à-vis des évolutions et d'une position constante de l'association, et l'association est née de la double nécessité de se défendre et de mieux servir en même temps la cause de la réforme. En une phrase, je dirais, se défendre et servir en même temps la cause de la pratique expérimentale des élèves, en pariant sur l'avenir, sont les raisons d'être de notre association. Comme le disent nos amis polonais, 100 lat, 100 lat, 100 ans, 100 ans, que l'UDP vive 100 ans au moins encore. Je vous remercie.